7h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce mardi. La sécheresse pèse sévèrement sur les ressources hydriques du royaume. Grande pression sur la nappe phréatique, baisse alarmante en volume des barrages nationaux. Les secteurs agricoles et d'élevage sont à leur tour impactés alors que le retard des précipitations persiste. Nous verrons la détresse des paysans de la Chidia Ibn Slimane. Le plafond des investissements des entreprises à l'étranger est porté à 200 millions de dirhams par an au lieu de 50 millions de dirhams. La mesure entrée en vigueur le 3 janvier dernier a fait aujourd'hui l'objet d'une réunion tenue par le patronat et l'office d'échange. Les développements dans quelques instants. Puis nous ferons escale au cœur de l'un des attraits les plus importants du vieux Tanger. La Kasbah du Burj Al-Naam abrite désormais un espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battuta. Ce joyau de l'histoire a récemment ouvert ses portes au public. Avant-goût de votre prochaine visite dans ce journal. Bonsoir. Suite au tragique décès de l'enfant de 5 ans, Ryan, tombé accidentellement dans un puits asséché à Chefchaouen, le département d'État américain a fait part des plus sincères condoléances à la famille de Ryan et à tous les Marocains. Aujourd'hui, nous pleurons avec le peuple marocain alors qu'il pleure le décès de Ryan Awram, 5 ans, décédé tragiquement après être tombé dans un puits dans la région nord du pays la semaine dernière, malgré une opération de sauvetage héroïque de 4 jours. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, dans un communiqué. Il a ajouté qu'à l'instar des millions de personnes dans le monde, nous avons été impressionnés par le dévouement de l'équipe de secours et la solidarité du peuple marocain, alors qu'il garde espoir pour la survie de Ryan. Suite à ce tragique incident, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait eu un appel téléphonique avec les parents du petit Ryan, au cours duquel le souverain avait exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l'ensemble des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable. Le petit enfant a été inhumé hier dans la commune de Tsamorot. Ce tragique accident a suscité un élan de solidarité nationale et de compassion planétaire. Les retenues des principaux barrages du royaume s'amenuisent. Le volume de remplissage à l'échelle nationale n'est que de 5,5 milliards de mètres cubes d'eau. C'est moins d'1,34 milliard de mètres cubes qu'à la même date de l'année dernière. La pénurie menace les ressources en eau de notre pays. À quel point la situation hydrique est inquiétante? Lecture dans les données de la situation aujourd'hui même des principaux grands barrages avec Mohamed Aitlishkar. Le Maroc dispose d'une très importante capacité de stockage des eaux de pluie et de ruissellement. Plus de 16 milliards de mètres cubes d'eau au niveau de près d'une centaine de barrages de grande hydraulique. Mais sur ces 16 milliards et quelques de capacité de stockage, la réserve réelle n'est aujourd'hui que d'à peine 5 milliards 400 000, soit moins de 34%, le tiers. Et ce taux de remplissage est encore beaucoup plus faible dans des régions pourtant de grande activité agricole et pastorale. C'est notamment le cas de ce lac de retenue de barrage, Al-Massira, le plus grand au plan national, où le taux de remplissage est d'à peine 6,8%. Le lac ne comporte plus que 181 millions de mètres cubes d'eau, pour une capacité de plus de 2 milliards 660 millions. Ou encore dans ce barrage de Bilwidan. Le taux de remplissage y est d'à peine 14,5% avec 176 millions de mètres cubes d'eau sur une capacité globale de plus d'1 milliard 215 millions de mètres cubes d'eau. Quelques bassins versants ont cependant été bien arrosés ces dernières semaines. Il y a le barrage Oued El Makhazin. Il affiche un taux de remplissage de 67%. Il y a également celui de Tanger Méditerranée avec 79,6%, Chefchaouen 89,3%, ou encore le barrage Garde de Sebou qui est rempli à 96,6% de sa capacité. Un seul barrage affiche un taux de 100% et pour la deuxième année consécutive, celui de Sidi Saïd Maachou.
Et à l'heure où les pluies se font attendre, la menace du stress hydrique met à rude épreuve le rendement de l'actuelle campagne agricole. Les champs sont de plus en plus asséchés, au plus grand dam des agriculteurs. Dans la province d'Erachidia, ils sont nombreux à s'inquiéter de la mauvaise pousse des cultures. Même constat à Ben Slimane où le déficit pluviométrique impacte la qualité du fourrage. Nisrine Hamdawi dresse pour nous ce triste état des lieux. Les temps sont durs pour les paysans. Les pluies ne sont pas au rendez-vous. Des signes de sécheresse commencent à monter à la surface, comme ici dans la province de Ben Slimane, où les champs jaunissent. Les cultures bourres sont mises à mal. La pluie a déserté nos terres. Nos cultures sont à présent asséchées. Je parle de blé, d'orge, de farine et de pois chiches. Les niveaux dans les nappes d'eau souterraines sont très bas. Le problème, c'est qu'ici, sur ces terres agricoles, nous n'irriguons pas. Erachidia n'est pas mieux loti. L'atmosphère est lourde et le sol aride. Les éleveurs sont à l'affût de la moindre petite végétation pour nourrir leurs troupeaux. Les pluies se font attendre. Je vis de l'activité pastorale, principalement de l'élevage de dromadaires. Le manque de précipitations nous rend beaucoup plus fragiles. Nous avons du mal à trouver des pâturages pour nos bêtes. Nous parcourons des kilomètres avant de pouvoir trouver quelques plantes épineuses. Agriculteurs et éleveurs vivent une période de vaches maigres. La saison agricole est difficilement rattrapable. Et le stress hydrique concerne également la nappe phréatique. Les pluies sont à sec dans de nombreuses localités, ce qui engendre une autre problématique, celle des puits abandonnés et non protégés ou non autorisés. Une véritable menace pour la vie et la sécurité des habitants, en particulier les enfants. Exemple dans la commune de Harbil, dans la province d'Al Haouz. Le reportage est de Mohamed Hassan Mskour, Soumia Blayechi, Zakaria Mouqin Billah et Iman Ablou. Des trous au ras du sol, sans aucune fermeture ni clôture de sécurité. Au Douarait Bella ou Saïd, dans la commune rurale Harbil, les puits non protégés abondent dans tous les sens. Certains sont exploités, d'autres sont à l'abandon. Tous ont un point commun, l'absence de dispositifs de sécurité. Un vrai danger pour les habitants, surtout les enfants. Personne n'a voulu fermer ce puits. Ma fille a une faible vue, j'ai peur qu'elle n'y tombe un jour. Pourtant, c'est un puits asséché et les bords de pierre sont dangereux. La plupart de ces puits sont abandonnés. Il y en a plus d'une douzaine et ne servent pas à grand-chose. Même spectacle aux environs de cet établissement scolaire où on compte de nombreux puits. Des accidents de chute d'enfants ont été recensés par le passé. Certains ont été secourus. Pour d'autres, l'issue a été fatale. Une fois, des enfants jouaient à côté d'une cavité non protégée, asséchée et sans fermeture. L'un d'entre eux a fini par s'y renverser. Le phénomène des puits abandonnés est présent dans les communes de l'ouest de Marrakech, à partir de Chichawa, Sidzouine, Loudaya, Aïtimour, la commune de Harbil ou Ladlim et le Menebha. Ce danger qui guette les habitants ne bénéficie pas de toute son importance au niveau des conseils élus. Dans ce contexte périlleux, l'aménagement des puits en milieu rural devient une urgence. Obliger les exploitants à installer clôtures de sécurité, fermeture en tôle avec serrure au cadenas et de nature à éviter la reproduction de chutes mortelles. Covid-19 à présent, le bulletin quotidien des chiffres du Covid affiche aujourd'hui des infections en baisse. 1618, mais on déplore toujours un grand nombre de décès, 40 pour ces dernières 24 heures. 84 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée en réa, dont 21 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit, bien qu'à un rythme peu soutenu. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 686 000 personnes. Plus de 23 116 000 ont
reçu les 2 doses, au moment où plus de 4 800 000 personnes ont bénéficié d'une dose de rappel. Le Maroc apporte une forte impulsion à ses investisseurs à l'étranger. C'est en tout cas l'objet d'une nouvelle instruction de l'Office d'échange. L'instruction introduit un ensemble de mesures, à leur tête la promotion des exportations marocaines. Elle porte notamment le plafond des investissements des personnes morales à l'étranger à 200 millions de dirhams par an contre 50 millions de dirhams auparavant. Une réunion sur cette question a eu lieu aujourd'hui entre la CGEM et l'Office d'échange. Dominique Orlando y a assisté à Casablanca au siège du patronat. Et d'un côté, le directeur général de l'Office d'échange, M. Hassan Bouknadel et ses équipes. De l'autre, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, M. Chakib Larlej et ses différents représentants régionaux. Au menu des discussions, les principales mesures introduites depuis le 3 janvier 2022 par l'instruction générale des opérations de change. Comme vous le savez, la réglementation du change a évolué durant les 5 dernières années de manière à permettre aux opérateurs économiques d'être au diapason de ce qui se passe à l'international et consolider donc le capital confiance entre l'administration et les investisseurs pour que l'économie marocaine reste une économie dynamique, reste une économie ouverte sur son environnement à la fois africain et international. Donc il y a eu le relèvement de 50 à 200 millions de dirhams du plafond autorisé pour tous les investissements marocains à l'étranger, et ce, quelle que soit la juridiction, ou encore l'augmentation de la dotation de commerce électronique de 500 000 dirhams à 1 million de dirhams au profit des jeunes entreprises innovantes. Il s'agit donc de consolider le processus de libéralisation de la réglementation d'échange au Maroc et à conforter le régime de convertibilité adopté par le Royaume. Direction Tanger, la capitale du Détroit perpétue la mémoire de son voyageur légendaire. Un espace d'exposition de la mémoire d'Ibn Battuta est ouvert au public. Il prend ses quartiers au cœur du site historique Borj al-Naam, au nord-ouest de la Casbah de Tanger. Je vous propose de découvrir cet écrin de culture dans ce reportage. Ça vous donnera sans doute envie d'y aller. Derrière ces murailles, la vie et l'œuvre d'un voyageur doublé d'un explorateur, enfant de la cité du Détroit. Ibn Battuta retrouve ici une seconde vie, un espace d'exposition à Borj al-Naam, au cœur de la Médina tangéroise. Le site, longtemps délaissé, est réhabilité et réhabilite à son tour la mémoire d'un personnage légendaire qui a sillonné le monde en 29 ans d'expédition, 38 pays visités, plus de 120 000 kilomètres parcourus entre 1325 et 1349, de Tombouctou à la mer Noire, de l'Extrême-Orient à la péninsule arabique. Ibn Battuta a fait plusieurs voyages. Le tout premier était à destination de la Mecque, en quête de savoir. Et au fil de ses pérégrinations, il est devenu un homme de religion et un ambassadeur de son pays qui était à l'époque sous le règne des Mérinides au XIVe siècle. Une période pendant laquelle le Maroc connaissait un grand rayonnement à l'international. La restauration de cette mémoire est rendue possible grâce aux travaux de réhabilitation de ce site situé à la Casbah. 15 millions de dirhams pour donner une nouvelle vie à ce Borj et enrichir l'offre touristique et culturelle de Tanger. Cet espace rend hommage à une figure mondiale et à travers le rayonnement du royaume du Maroc au XIVe siècle. Nous espérons que la réhabilitation de cette mémoire permettra à Tanger d'occuper la place qui lui échoit dans la Méditerranée et à l'échelle internationale. Un voyage dans le temps et dans l'espace. Ici, le visiteur est immergé dans la biographie, les cartes de voyage, les livres d'Ibn Battuta, les personnalités rencontrées et les moyens de transport empruntés. Un héritage civilisationnel du plus grand voyageur de tous les temps. Et c'était un reportage signé Anissa Boumhdi Saïd Najah sur le récit d'Iman Abou. Culture toujours, à présent, une petite escale à Paris où l'on apprend que l'Institut du monde arabe va prêter des chefs-d'œuvre de sa collection unique de peintres arabes à la Fondation nationale des musées du Maroc pour une exposition
itinérante cette année même. L'exposition débutera à Rabat et se poursuivra à Tanger et à Marrakech. Une première dans l'histoire de l'Institut du monde arabe. Une réunion a rassemblé ce matin à Paris sur ce projet le président de la Fondation nationale des musées et le président de l'IMA. Posons à présent valise dans une petite ville côtière pleine de charme. Sa renommée, elle la doit surtout à ses huîtres et à leur bonne qualité. Vous l'aurez deviné, je vous parle de Walidia, un ancien village de pêcheurs qui, grâce à ce produit de la mer, est désormais une ville en plein essor économique. Voyons tout cela dans ce reportage de Sofiane Ibrahimi, Leila Asli, Zakaria Moukinbillah et Nisrina Ouzdara. La lagune de Walidia, une zone humide au charme exceptionnel, située aux portes de l'Atlantique. Ici, plusieurs parcs de culture des huîtres ont été installés. La tradition date des années 50 du siècle dernier. Grâce à leur qualité et à leur goût très exquis, les huîtres de Walidia ont acquis un succès au niveau international. La période la plus propice pour cette filière est quand il fait froid, c'est-à-dire à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. La culture se fait sur des tables d'élevage où les huîtres continuent leur croissance jusqu'à atteindre la taille commerciale. Bercées par les eaux de la lagune, les huîtres passent entre 12 et 18 mois pour arriver à maturité. Le prix à l'unité varie entre 4 et 8 dirhams. Sentant le filon, les unités de conditionnement se sont fait nombreuses. Un secteur pourvoyeur d'emplois ici à Walidia. Notre unité fait travailler plus de 20 familles de façon directe et 120 de façon indirecte si l'on prend compte des femmes qui collectent les huîtres sur les champs de culture. Dans cette seule unité, 140 tonnes de ce produit aux grandes valeurs nutritionnelles sont produites chaque année. La moitié destinée à l'export et quelques 70 tonnes sont orientées vers les marchés nationaux. Les plus importants sont ceux de Marrakech et de Casablanca. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal Raïsia. Ce sera en compagnie de Metin Le Ophir. Très belle soirée à tous sur Al-Oula.